Salut les copains, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler des livres coup de cœur que j'ai eu en cette première partie d'année. Là on est au début du mois d'août. J'ai lu 30 romans. Je vais pas vous parler des bandes dessinées parce que je ferai une autre vidéo à la fin de l'année avec mes bandes dessinées préférées 2025. Mais là, c'est vraiment pour vous parler des livres et des romans. Donc j'en ai lu 30 en cette première partie d'année. Je vais vous en présenter 8 pour lesquels j'ai vraiment eu un coup de cœur. Évidemment, il y en a plein dans mes lectures que j'ai quand même vraiment appréciés. Mais ceux que je vais vous présenter là, c'est un peu mes... ils sont tous autour de 4 à 5 étoiles, pas en dessous. Bon, il y a beaucoup de contemporains et de littérature française dans ce top, donc je sais que c'est pas forcément la tasse de thé de tout le monde sur les communautés littéraires sur YouTube, mais vous pourriez être surpris parce qu'il y a franchement des choses que je trouve qui valent vraiment la peine. Et puis sachez que si ça vous intéresse pas, là dans la deuxième partie de l'année, je pense que je vais plus me remettre à lire de la fantasy ou du dark academia ou des choses un peu plus de genre, même peut-être un peu d'horreur, etc. Donc à la fin de l'année, il y aura un point sur d'autres styles littéraires, on va dire. Bon, faut savoir que j'ai un peu découvert 4 auteurs et autrices, parce que c'est surtout des femmes, du coup il y a un auteur et 3 autrices que j'ai découvert cette année, que j'ai particulièrement aimé. Donc sur les 8 bouquins, il y a 4 auteurs différents, parce que j'en ai lu plusieurs des mêmes autrices. Je vais d'abord commencer par vous présenter un livre qui s'appelle Les Dragons de Jérôme Collin. Donc Jérôme Collin, c'est un auteur belge qui fait de la radio et qui du coup est auteur de livres. Ce livre, c'est une autofiction de ce qu'on comprend. Il parle de quelque chose qu'il a vraiment vécu quand il était adolescent. Mais évidemment, il le fictionnalise, il l'écrit. D'ailleurs, c'est très bien écrit, j'ai beaucoup aimé sa plume. Il y a quelque chose d'efficace et de prenant. Bon, je vous le dis tout de suite, c'est mon livre préféré de l'année. Il faut savoir que je l'ai lu le 1er janvier, donc j'ai commencé fort. Et en même temps, ça a mis la barre très haut. Du coup, après, c'était dur de pas être déçue parce que je lisais après ce livre. Pour vous la faire courte, en gros, c'est l'histoire de Jérôme, un adolescent de 15 ans qui va vraiment pas bien et qui se retrouve en unité psychiatrique dans un centre psy pour les adolescents et pour les jeunes. Et il nous raconte ce qu'il a vécu là-bas, les rencontres qu'il a fait là-bas. Et c'est un mélange entre voilà, ce qu'il a vécu là-bas, comment aussi ça lui a permis de rebondir dans la vie, ça lui a fait découvrir l'amour des livres et de la littérature. Ça l'a fait énormément grandir de passer du temps là-bas. Donc il y a ce côté un peu intime et intimiste de lui, ce qu'il a vécu. Et il y a un parallèle avec des réflexions sur la santé mentale chez les adolescents et les jeunes. Et du coup, c'est un roman qui est à la fois hyper intime, donc hyper prenant. Je vais pas vous mentir, j'ai beaucoup pleuré dedans parce que c'est un sujet aussi qui me touche de façon générale. Et en même temps, il y a des réflexions autour de ça qui sont très poignantes et qui font que pour moi, c'est un livre d'une utilité publique parce qu'il y a aussi un aspect sociétal quoi, qui est vraiment important. Donc c'est un livre évidemment que je recommande à tout le monde. Et donc je vais vous lire un court extrait. Ici, ce sont les dragons. Les dragons ont entre 13 et 18 ans. Très souvent, le dragon est une dragonne. Il y en a de toutes sortes et de toutes tailles. Ils ne sont pas terrifiants. En vrai, ils ressemblent aux enfants normaux, avec 2 jambes, 2 bras, les oreilles au bon endroit et 2 trous dans leur nez. Le dragon est comme tout le monde, mais tout le monde a décidé qu'il était différent. Il croit qu'il est seul au monde parce qu'on ne lui a pas dit qu'il y avait sur Terre d'autres dragons. Alors, il se traîne sur son petit territoire du matin au soir en se demandant comment il va faire pour cesser d'être un dragon. Ensuite, la deuxième lecture de ce top, c'est un livre que j'ai lu au mois de février. Alors on me l'a prêté donc je ne l'ai plus en papier mais je vais vous montrer la couverture ici. Qui s'appelle Croc fondu de Tanya Takak. Donc c'est une autrice inuit canadienne et c'est un récit qui se passe du coup dans le grand nord du Canada. C'est un récit complètement alien, enfin j'avais jamais lu quelque chose comme ça avant. Donc c'est le portrait d'une jeune fille, d'abord une jeune adolescente, puis qui devient une femme, qui vit dans les années 70 dans un petit village du nord du Canada. Et on voit autant comment ça se passe, le mode de vie là-bas, le quotidien, la nourriture, les jeux, à quoi jouent les enfants, comment s'occupent les adolescents. Donc il y a tout le côté culturel de leur vie quotidienne. Il y a aussi le côté
qui dénoncent un peu plus violents, donc par exemple sur l'alcoolisme, sur le fait d'être dans des petites communautés, toutes les obligations qu'il y a autour de ça. Et puis d'un autre côté, plus le livre avance, plus on se plonge dans une sorte de voyage un peu spirituel, trash, étrange, où on a donc le personnage principal, la jeune fille qui ressent de plus en plus de connexion avec les esprits de la forêt, les esprits des lacs, des aurores boréales. Donc c'est vraiment inspiré de toute cette culture-là et toute la spiritualité des cultures inuites. C'est vraiment un roman hyper intriguant, hyper nouveau. Sachant que les bébés ont l'intention de paraître bientôt, je commence à organiser la cérémonie qui leur assurera la naissance la plus confortable. L'instinct me dicte de ne pas les mettre au monde entourés de gens, mais sur la terre. Ils doivent se déverser sur 5 peaux de caribou, 42 pierres lisses, 11 estomacs de logopèdes, 8 dents humaines et une bouteille de whisky de 18 ans d'âge. Le troisième roman dont je vais vous parler, c'est un roman écrit par Natasha Apana, qui est une de mes nouvelles autrices coup de cœur, on va dire, que j'ai découvert cette année, qui est une autrice mauricienne. J'ai d'abord écouté un livre audio d'elle, qui est Le ciel par-dessus le toit, qui est, je crois, un de ses classiques, on va dire, un de ses livres les plus connus. C'est l'histoire d'une mère de famille avec un passé très douloureux qui élève ses enfants avec beaucoup de distance et de froideur. Et du coup, dès qu'ils ont l'âge, ils décident de partir. En tout cas, la grande sœur décide de partir. Et le petit frère reste avec sa mère. Et il se sent très seul, il veut rejoindre sa sœur. Alors, un jour, il prend la route, sauf qu'il y a un accident qui fait qu'il n'arrive pas à rejoindre sa sœur jusqu'au bout. Et ce petit se retrouve donc en prison. Enfin, ce jeune se retrouve donc en prison. Moi, ce qui m'a transcendée dans cette lecture et dans la suivante dont je vais vous parler de la même autrice, c'est le style littéraire, l'écriture. Il y a quelque chose de très cru, de très vivant dans ses mots, où elle fait des longues phrases. Et au côté, c'est un peu comme de la poésie en prose. Moi, ça me fait penser aussi à certains monologues de théâtre contemporain que j'ai beaucoup aimé, que j'ai pu lire. Il y a un côté très... c'est dit, donc c'est assez oral, mais c'est dit avec énormément de poésie. Du coup, moi, c'est vraiment une écriture que j'adore, donc je vais essayer d'en lire plus d'elle. Le second roman dont je vais vous parler de cette autrice, c'est En attendant demain. Elle fait quand même que des livres autour de 200 pages, voire moins, donc c'est que des petits récits. Celui-ci, il y a entre guillemets une histoire un peu plus construite. Il m'a beaucoup fait penser au film Les 5 Diables. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a plein de choses dans ce film en termes d'histoire que je trouve qu'il y avait un peu des corrélations. Mais j'ai regardé, les deux histoires n'ont rien à voir. En gros, c'est l'histoire d'un couple, Adam et Anita, qui d'abord se rencontrent à Paris, sont étudiants et décident de vivre ensemble, de créer une famille ensemble, d'avoir une petite fille. Ils déménagent dans une belle maison dans le sud, car Adam vient de là-bas, tandis que Anita, elle vient de l'île Maurice. Et ils construisent une maison là-bas, ils ont un peu la vie parfaite dont ils rêvaient, quelque chose de très bohème, de très poétique, etc. Donc ils ont une petite fille. Puis au fur et à mesure des années, le couple commence un peu à se dégrader, leur vie commence à être de plus en plus terne. Enfin voilà, ça va de moins en moins bien, jusqu'au jour où ils rencontrent une autre femme qui vient de l'île Maurice, qui s'appelle Adèle, et elle va un peu chambouler leur quotidien, et ça va très mal finir. Donc moi j'ai quand même beaucoup aimé. C'est à la fois très... au début poétique et sur une tranche de vie, et c'est assez doux. Et on s'attend pas à ce qu'au fur et à mesure ça prenne un peu des allures de thriller, ou en tout cas de thriller, je sais pas, mais on sent qu'il y a quelque chose qui monte et qui va exploser à la fin. D'ailleurs on nous le dit dès le début, dès les premières pages on nous fait comprendre qu'il s'est passé quelque chose. Pareil, c'est l'écriture de cette femme est assez incroyable et l'histoire est vraiment prenante, en plus c'est très court à lire, donc je vous le conseille vivement. Laura a 6 ans. Son père lui fabrique des chevaux de bois qu'il peigne ensemble de toutes les couleurs. Un attrape-cauchemar fait de petites pommes de pin et de plumes qui flottent doucement à la fenêtre. Un bureau blanc, un berceau pour ses poupées, une table de marchande de 4 saisons, une cabane dans le jardin. Quand il l'emmène se promener dans la forêt, elle porte un petit panier pour des pommes d'épins, des brindilles, des feuilles. Elle aime ramasser des aiguilles de pin dont le V est parfait.
Parfois, s'ils trouvent un oiseau mort, ils lui font un lit de branches souples et le recouvrent de fougères. Et nous passons maintenant à la dernière autrice de cette sélection, dont j'ai lu 5 romans depuis le début de l'année et dont j'ai acheté d'occasion à peu près toute sa bibliographie. Voilà, il y a des petites fixettes, ça arrive. Hein. Je vais vous en présenter 4, assez rapidement évidemment. Le premier que j'ai lu, c'est Jours sans fin, et donc l'autrice, c'est Delphine de Vigan. Peut-être vous en avez déjà entendu parler parce que ça fait quand même plus de 20 ans qu'elle publie et ça marche assez bien. Son roman le plus connu, je vais vous en parler après, c'est Rien ne s'oppose à la nuit, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc Jours sans fin, c'est le tout premier roman qu'elle a écrit, comme vous voyez, c'est un tout petit livre qu'elle a écrit en 2001, lorsqu'elle était assez jeune. Et c'est un roman autobiographique, de nouveau dans un format un peu autofiction, parce qu'elle parle d'elle à la 3e personne, avec un autre prénom, pour quand même mettre une distance. Mais on apprendra en lisant le reste de son œuvre que c'est clairement d'elle que ça parle. Et donc c'est tout simplement, quand je dis tout simplement, c'est parce que c'est un récit avec une ligne droite, ça parle d'un seul sujet. C'est l'histoire d'une jeune fille de 19 ans qui est internée à l'hôpital d'urgence car elle a complètement arrêté de se nourrir. Donc ça parle de l'anorexie, mais d'une façon sans fioriture, de façon très simple, efficace, droite. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup chez cette autrice, c'est qu'elle fait pas plein de courbettes romanesques, elle en fait pas trop, elle va droit au but, et pourtant c'est du coup d'une efficacité qui fait que c'est assez touchant, surtout quand on parle de sujets durs et forts comme ça. Elle en parle de façon tellement calme, il y a quelque chose qui prend aux tripes. Donc c'est un livre qui est quand même pas facile, qui parle de l'anorexie mentale, donc évidemment si c'est un sujet qui vous trigger trop, ne le lisez pas. Mais moi j'ai trouvé ça vraiment très beau. Chaque matin, Laure se bat contre la tentation du ventre vide, du ventre mort. Chaque matin, entre le thermomètre qu'on apporte à 7 heures et le petit déjeuner qui se fait attendre, elle savoure ce petit vide qui lui rappelle l'ivresse du jeûne. Chaque matin, devant le thé au lait et les tartines, elle doit renoncer à ce petit gouffre qui l'appelle. Renoncer chaque jour. Au corps essentiel, réduit à son essence même, évanescent. Elle rêve de ça. Monter et descendre des escaliers, marcher, marcher encore, au détour d'une rue, s'envoler peut-être, vivre sans manger, se consumer de l'intérieur, boire des litres de café et de vinaigre pour tout brûler, tout anesthésier. Il faut renoncer, oublier, se noyer dans les supplémentaires du matin. Double portion de beurre, double confiture, double compote, yaourt. Voilà, donc vous voyez un peu son style d'écriture. Je vais vous présenter rapidement les autres. Il faut savoir que tous les livres que je viens de vous présenter de cette autrice, c'est tous vraiment des coups de cœur. C'est pour ça que j'ai pas réussi à me résoudre d'en vous présenter un ou deux, parce qu'il y en a vraiment trop que j'ai aimé. Je vais vous présenter D'après une histoire vraie, qui est un roman qu'on ne peut pas lâcher. Je l'ai dévoré littéralement. C'est ce que j'appellerais, je sais pas si ça existe comme catégorie, mais un thriller intimiste, c'est-à-dire que ça commence, donc c'est un roman sur l'amitié. Ce qui est très fort avec cette autrice, c'est qu'elle joue entre le réel et la fiction, parce qu'elle le présente comme quelque chose qui lui est vraiment arrivé. Elle parle d'elle, donc d'elle l'écrivaine, d'elle la femme de 45 ans, parisienne, qui a écrit tel et tel bouquin, donc elle parle vraiment d'elle. Mais plus le livre avance, plus tu te dis mais c'est pas possible, c'est un fait divers, elle a pas pu vivre ça. Et en même temps c'est tellement réaliste que tu y crois. Et ce qui est fort, c'est que elle joue vraiment sur toute cette nuance. Et d'ailleurs il y a toute une partie du livre qui parle aussi de ce sujet de est-ce qu'il y a vraiment besoin d'écrire du réel pour que ça intéresse les gens. Et donc il y a toutes ces questions là qui sont très intéressantes. Donc ça parle quand même pas mal d'écriture et de lecture. Mais le sujet principal, c'est donc cette autrice parisienne qui a 2 enfants, qui a une carrière bien chargée, des journées bien remplies, qui rencontre une femme d'à peu près son âge et qui devient amie avec elle, mais une sorte de coup de foudre amical où d'un coup elle se retrouve à être très proche et ça dure sur plusieurs mois et petit à petit cette relation prend une tournure assez terrifiante en fait. C'est insidieux, ça prend aux tripes, c'est vraiment un thriller en fait, mais un thriller avec des codes tellement du roman d'auteur français qu'on s'attend pas du tout à ça, et pourtant c'est vraiment prenant et bluffant, et à la fin t'en ressors un peu comme ça quoi, voilà. Donc je vous le conseille vraiment. Pareil, l'écriture elle est efficace, elle va droit au but et en même temps du coup ça donne un aspect vraiment fort au récit.
Le troisième roman dont je vais vous parler, c'est donc son plus connu, Rien ne s'oppose à la nuit. Donc c'est aussi un roman qui parle d'elle et de son vécu, mais pas vraiment d'elle, ça parle de sa mère. Sa mère qui était bipolaire de type 1, donc vraiment la bipolarité comme on voit dans les films, quoi, avec toute l'excentricité et l'envergure de la maladie qui va avec. Et donc elle retrace la vie de sa mère, de son enfance à sa mort. Donc il y a toute une partie où elle l'a pas connue, son enfance dans les années 50, donc elle a évidemment été interviewée, tous ses oncles, ses tantes, sa famille, pour essayer d'en apprendre le plus sur sa mère. Et puis toute la partie où elle était enfant, puis adolescente, et puis jeune adulte, où elle se souvient évidemment de la maladie de sa mère. Il y a un aspect vraiment enquête en fait, où elle mène l'enquête sur qu'est-ce qui a pu bien se passer pour que cette petite fille devienne ce qu'elle est devenue à l'âge adulte. C'est un très beau roman, un très beau témoignage. Bon, ça parle d'un sujet qui aujourd'hui est beaucoup, enfin on en voit de plus en plus, on parle beaucoup de ça, il y a beaucoup de livres qui sont sortis d'ailleurs même cette année sur le sujet. Ça reste un sujet qui est passionnant, mais c'est vrai que j'avais des fois des sensations un peu de déjà-vu, de me dire, bon, comme c'est un des troubles de l'humeur et l'aspect de ce trouble-là qui est le plus impressionnant, on va dire, dans le spectre de ces troubles-là. Il y a un côté parfois côté un peu théâtral dans la maladie, qui évidemment c'est ce qu'elle a vécu, donc c'est normal. Mais parfois, j'avoue que j'aimerais bien aussi lire des livres sur ce genre de troubles où il y a un peu plus de subtilité et où c'est un peu moins frontal. Mais néanmoins, voilà, c'était vraiment un très beau livre. Si vous vous intéressez à ce genre de sujet, ça va sûrement vous plaire. Et le dernier livre de cette sélection, qui est du coup le dernier livre que je vous présente de Delphine de Vigan, c'est Les enfants sont rois. Je crois que ça c'est le livre le plus accessible, on va dire, que j'ai lu d'elle, dans le sens où c'est un livre, je pense, qui peut plaire à tout le monde, qu'on aime le roman contemporain, le roman français ou pas. C'est un thriller, enfin c'est un roman d'enquête plutôt. C'est un roman d'enquête sur une famille. En gros, on est en parallèle, on suit une femme qui, quand elle est jeune, rêve de faire de la télé-réalité, et une femme qui se lance dans une carrière de policière et qui va finir par travailler à la brigade criminelle, puis à la brigade pour la sécurité des mineurs. Donc on a ces deux femmes avec un peu leur destin parallèle et comment est-ce qu'elles grandissent jusqu'au moment où elles se rencontrent du coup dans le cadre d'une enquête où la jeune femme qui rêvait de faire de la télé-réalité n'est pas devenue actrice de télé-réalité, mais est devenue influenceuse sur YouTube, influenceuse famille, où elle fait travailler ses enfants. En fait, elle filme ses enfants, elle fait des placements de produits avec ses enfants, elle filme ses enfants quoi qu'ils fassent, quand ils mangent, quand ils vont au magasin, quand ils dorment, quand ils prennent leur douche, enfin tout le temps. Faut savoir que c'est quelque chose qui existe vraiment. Il y a plusieurs chaînes YouTube comme ça qui existent encore aujourd'hui. Et donc l'autrice, elle s'est clairement inspirée et référée de chaînes qu'elle a vraiment vues. Et donc c'est tout un questionnement sur ces sujets-là. Et en gros, cette famille d'influenceurs subit un drame. C'est ce qui fait qu'ils doivent avoir recours à la police. Et donc voilà, ça questionne un peu l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui, sur les dérives du fait de vouloir être vu tout le temps, de vouloir montrer tout le temps ce qu'on fait, prouver, etc. Aussi l'exposition des enfants et des jeunes enfants sur les réseaux sociaux. Donc c'est un livre un peu glaçant, vachement d'actualité, et pour autant je ne l'ai pas trouvé trop moralisateur, parce que j'avais un peu peur au début que ça passe, ah les réseaux sociaux c'est pas bien, nanana. C'est pas du tout ça, elle porte vraiment une sorte d'observation des faits plus que d'un jugement moralisateur. C'est vraiment juste un portrait d'un panel de notre époque et des dérives que cette époque peut engendrer. Voilà pour ma sélection. Donc j'espère qu'il y aura des livres qui vous auront plu ou intéressé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, c'est quoi vos coups de cœur de ces derniers mois. Et donc évidemment, je ferai la même vidéo en fin d'année pour vous présenter mes coups de cœur de la deuxième partie de l'année. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.